Un adolescent de 17 ans poignardé. Une autre femme assassinée. Il est visé par des allégations d'inconduite sexuelle. Les formations politiques s'arrachent le vote des familles. Comment faire fructifier votre argent sans risque? Savoir et comprendre les plus récentes nouvelles qui nous touchent. Tout savoir en 24 minutes. En manchette dans cet épisode, première journée du REM qui commence sur les chapeaux de roue. Gravement blessé à Miami, il revient au pays avec une facture salée. Taylor Swift cause un tremblement de terre en plein concert et on apprend d'importants détails sur cet homme qui a attaché sa conjointe à un arbre. Tout savoir en 24 minutes. Tout savoir en 24 minutes. Bonjour, bienvenue dans ce tout nouvel épisode de Tout savoir en 24 minutes. Salut Jean-François. Allô Florence. Premier jour de mise en service du réseau express métropolitain aujourd'hui, le REM, qui est entré en service mais qui a été interrompu. En fait, la mise en service a été interrompue peu de temps après, pendant plus d'1 heure, lors de son premier test en conditions réelles, lundi matin, en raison, l'on dit, d'un problème d'aiguillage qui a vraiment été en pleine heure de pointe. Il y a eu l'inauguration vendredi où plusieurs personnalités publiques ont pu essayer le REM, dont François Legault, Justin Trudeau. Et cette fin de semaine, il était possible aussi aux citoyens d'aller l'essayer gratuitement. Et il y a eu d'ailleurs un engouement monstre pour l'essai du REM. Mais ce matin, c'était la première journée de service officiel où les gens devaient se procurer leur carte, devaient payer pour aller dans le REM. Et l'interruption de service a débuté vers 7h50 entre la gare centrale et la station Panama pour finalement s'étendre à l'ensemble du réseau du REM jusqu'à environ 9h15 en raison, l'on dit, d'un train immobilisé à l'entrée du pont Samuel de Champlain. Donc, on avait un peu pas bien coordonné les opérations. Et les usagers ont été pris de court, ce qui a entraîné l'attente, la confusion, parce que les autobus qui partaient de la rive sud, en fait, étaient dirigés vers le REM. Donc, on n'a pas... autrefois, mais la semaine dernière, les autobus le passaient jusqu'à Montréal, mais là, on a décidé de rediriger tous les autobus vers le REM, ce qui fait que tout le monde arrivait au REM, mais le REM fonctionnait pas, donc... Les anciens circuits sont plus fonctionnels. Ceux qui avaient l'habitude de voyager en autobus, maintenant, c'est terminé. On peut plus faire Montréal, Longueuil, mettons, Brossard, Montréal en autobus. Ben, il en reste des circuits. Il y en a plus maintenant, même sur la Rive-Sud, parce que ces conducteurs-là, ces autobus-là n'ont pas été jetés, les gens n'ont pas été congédiés, donc il y a plus de circuits, plus de réseaux, mais ils nous amènent maintenant au REM. Fait qu'à matin, c'était un peu chaotique. C'est ça, peut-être qu'on aurait dû garder quelques autobus de l'ancien circuit, au moins pour la première semaine, parce que là, premier matin, c'est sûr que pour l'image, il y a eu un bug. Là, les gens étaient pris, à part ceux qui avaient leur auto, donc il y en a certains qui ont repris leur voiture, sont partis au travail, mais beaucoup de gens ont dû attendre les navettes spéciales. On voyait sur les photos, les lignes d'attente monstres. Les navettes étaient petites aussi, c'était pas des gros autobus, donc ça faisait que moins de gens pouvaient entrer à l'intérieur pour aller aller travailler, aller à l'école au camp de jour pour certains. Et le manque d'informations a aggravé la situation. Ça a laissé beaucoup de passagers dans l'incertitude. Ça a pris du temps avant de comprendre ce qui se passait, s'il allait avoir beaucoup de navettes, dans combien de temps ça allait arriver. Et il y a beaucoup d'usagers qui ont exprimé leur frustration face à ce mauvais départ-là. Certains ont compris que c'était une période de rodage, que c'était inévitable qu'il allait avoir quelques bugs. Mais il y en a certains qui étaient un peu plus fâchés. On peut écouter Rosalie Lamoureux, qui est une jeune étudiante qui était prise dans le REM ce matin. Alexandre Moranville lui a parlé à Cube Radio. En fait, moi, j'étais sur la Rive-Sud, donc ce matin, j'ai dit on est pas mal obligés maintenant de prendre le REM. Il n'y a plus d'autres alternatives. Tous les autobus laissent en fait à une gare sur la Rive-Sud, donc il n'y a plus d'autobus qui passent sur le pont. Donc là, tout le monde s'est retrouvé, il ne savait pas quoi faire. On va pas payer un taxi pour passer de l'autre côté. Donc après 45 minutes, c'est ça, ils ont mis une navette comme provisoire. Mais ils en envoient une à chaque comme 3 minutes et on est, je ne pourrais pas dire le nombre de personnes, mais vraiment, vraiment beaucoup à attendre dans la file dehors à la pluie. Donc, c'est sûr que ça soulève beaucoup de questions, mais si on se fie au métro de Montréal, qui a vraiment beaucoup, beaucoup de bugs ces temps-ci, c'est un peu inévitable qu'il y ait des petits problèmes ce matin. Mais Jean-François, je suis curieuse de savoir, est-ce que tu penses que ça va enlever la confiance des gens envers le REM, qui avait eu une belle lancée dans les derniers jours, mais c'est sûr que, penses-tu que ça ternit un peu l'image? C'est sûr que ça ternit l'image, puis il y a des gens qui vont rester avec cette impression-là. Mais je pense que la majorité des gens sont capables de comprendre que c'était inévitable, même si ça fait plusieurs
plusieurs fois qu'on utilise ce mot-là. Je pense qu'il n'y en a pas d'autres. Là, on savait que ça allait arriver. Puis je peux même vous prédire que d'ici à la rentrée scolaire en septembre, il va probablement avoir d'autres pépins sur le REM. C'est nouveau. Il y a beaucoup de choses à comprendre de ça. Il y a des fermetures dans le métro à chaque semaine. Là. Fait qu'il va en avoir pour le REM. Puis là, c'est juste quelques tronçons. Là. Imagine quand il va être partout sur l'île de Montréal. Là, c'est sûr qu'il va en arriver d'autres. Mais oui, c'est un très mauvais départ. On aurait souhaité que ça arrive, mettons, après 10 jours d'utilisation, un premier pépin. Tout le monde aurait dit c'est normal. C'est que là, les yeux de la province ou presque étaient tournés vers le REM et ils flanchent la première journée. Fait que c'est sûr que c'est vraiment fâchant. Mais en même temps, comme le disait Rosalie Lamoureux qu'on a entendu, quand tu habites dans ce coin-là, là, t'as plus le choix. Ils ont enlevé les autobus. Fait que t'es redirigé vers le REM. Fait que t'as beau dire, moi, je suis pas sûr que j'ai confiance au REM. Mais anyway, sinon, ça te prend une voiture. T'as pas le choix. Fait que t'as pas même le choix. Fait que les gens vont le prendre. Ils vont se rendre compte que de façon, l'important, c'est d'avoir une bonne moyenne au bâton, là. Puis c'est ça qui va redonner confiance aux gens. On va souhaiter que le reste de la semaine, ça aille mieux dans l'heure de pointe. Ben, c'est exactement, là, dans un monde idéal, mettons un bon 10 jours à 2 semaines, là, sans pépins, ça ferait du bien. Une autre nouvelle en lien avec le transport collectif au Québec, des travaux préparatoires pour le prolongement de la ligne bleue du métro de Montréal vont débuter officiellement la semaine prochaine au coin du boulevard Langelier et de la rue Jean-Talon à Saint-Léonard. La Société de transport de Montréal a confirmé que ces travaux visent à relocaliser les réseaux techniques urbains, ce qui veut dire là, les réseaux d'aqueducs, d'égouts, les chaussées, les réseaux de télécommunications pour permettre l'excavation de la future station Langelier. Et tout ça pourrait prendre jusqu'à 4 mois. Et Jean-François, quand on parle de travaux comme ça pour une future station de métro, ça veut dire, c'est certain, plus de comptes, plus de chantiers, plus d'entraves. Il va falloir être patient parce que ça va prendre vraiment 4 mois. Mais en même temps, le prolongement de la ligne bleue est attendu depuis très longtemps. Officiellement, on a annoncé que la ligne bleue allait se prolonger en 2019, mais j'ai fait mes petites recherches, puis c'est dans les cartons depuis 1979. C'est assez un peu décourageant. On se dit enfin, là, en 2023, on débute les travaux. Mais le prolongement de la ligne bleue va servir en gros à desservir l'est de Montréal avec 5 nouvelles stations de métro depuis la station Saint-Michel qui devrait aller jusqu'à l'arrondissement Anjou. Et afin là, de minimiser l'impact sur les déplacements de tous ces travaux-là qui vont débuter, la STM dit qu'ils vont réaliser leurs travaux en plusieurs phases, principalement en journée, mais des entraves à la circulation vont être maintenues la nuit. Mais ce qui a un peu irrité là, les gens dans leur première communication en lien avec le prolongement de la ligne bleue, c'est que plusieurs arrêts d'autobus sur les lignes 33, 141 et 372 vont être annulés ou déplacés pendant cette période-là, mais c'est vraiment le mot « annulé ». Les gens se disent « Attends, on annule des autobus ». Déjà que en période estivale, souvent, il y en a moins. Donc, les travaux préparatoires devraient se poursuivre jusqu'à la fin de 2023. Et la STM dit qu'il ne devrait pas avoir d'impact après 4 mois sur la circulation et les piétons. Mais tout ça reste à voir et ça va vraiment être plus long là, que seulement 4 mois. Non, on veut pas être cynique, là, mais il y a des chances que ça soit plus long que 4 mois puis qu'il y ait quand même surtout qu'on voit que c'est dans les cartons depuis 1979. Moi, j'ai lu ça, j'ai été abasourdie. C'est assez incroyable. Là, en 2019, on a dit là, officiellement, on avait fait une grosse cérémonie disant, comme un peu l'inauguration du REM, disant c'est officiel, on prolonge la ligne bleue, on lance les appels d'offres. Et là, on est en 2023 et on débute. En fait, on débute à déplacer certains trucs comme les égouts, comme je vous disais au début, pour permettre de creuser. Donc, mais c'est des gros travaux. C'est des travaux majeurs. Malheureusement, au Québec, souvent, on a juste quelques mois pour travailler. On ne peut pas travailler à l'année. Là. Dans ça, c'est les égouts, puis les tuyaux, puis toutes ces affaires-là. Mais ce qui irrite un peu des fois, quand on voit les comptes puis les travaux, c'est que ça avance pas. Puis l'année d'après, c'est de retour. Puis l'année d'après, c'est de retour. Tu sais, il y a des tronçons où on passe, on fait coudon. Ça fait 15 ans qu'à chaque été, il y a des travaux là. Ça ne leur tente pas de les faire une fois pour toutes. On dirait qu'ils font des travaux un peu partout. Tu sais, mettez tout le monde là, sur le même, puis clairez-moi ça en 2 semaines, puis après ça, on passe à un autre. On a toujours l'impression que c'est interminable. En même temps, moi, je suis vraiment content qu'on se lance dans ce genre d'affaires-là. Tu sais, le REM, là.
c'est beau. Là. Puis dans quelques années, on va être fiers. Quand on va prendre le REM pour se rendre à l'aéroport, là, on va capoter là, au lieu de prendre notre voiture et être pris dans le stationnement. C'est un train du futur quand on pense à ça il y a quelques années, là, comment ça a été construit. Oui, le pont Champlain, là, pour vrai, on est fiers de prendre le pont Champlain, même si ça a été chaotique, puis etc., la construction, puis ça a eu des désagréments. Reste qu'il est efficace, il est beau. On a l'impression d'être arrivé dans notre siècle, puis il faut aller dans d'autres pays pour se rendre compte qu'ils en ont. Là, moi, la première fois que je suis allé en France, à Paris, puis que je débarquais de l'aéroport, on a pris le train qui ressemble au REM, puis le train, il se promène partout dans Paris. J'ai même pas loué de voiture pour me rendre à l'appartement que j'avais loué. Tu fais « Wow! Comment ça se fait qu'on n'a pas ça chez nous? » Ben là, on en a un, ça amène des désagréments. Puis tu sais, il faut pas arrêter de rêver. Des fois, je me dis... On a fait des grands barrages là, hydroélectriques dans les années 60-70. On a fait le métro de Montréal. Il y avait des projets dans ce temps-là. Aujourd'hui, il me semble que c'est compliqué de tout faire. On met des bâtons dans les roues. Aussitôt qu'on commence à le faire, ça coûte des prix de fou. Mais si c'est un leg pour les futures générations, puis qu'on arrive dans notre siècle, mais je pense que c'est important d'avoir ce genre d'affaires-là. Il y a aussi la ligne rose là, qui est dans les cartons encore, qui est attendue pour beaucoup de citoyens. Quand on vit à Montréal, c'est comme là, les citoyens d'Anjou disent, nous, la ligne de métro se rend pas. Là, il nous en faut. Fait que c'est certain que c'est ça, d'un côté, il faut prendre notre mal en patience, même si là, la construction va être longue. Ouais, on va manquer de carton, man. Il y a trop d'affaires dans les cartons. Savoir et comprendre. Tout savoir en 24 minutes. Histoire complètement hallucinante. Dans une mésaventure inattendue, le voyage entre amis d'Alexis Gagné, un jeune de 18 ans, à Miami s'est transformé en véritable drame après une chute de plus de 10 mètres dans l'espace entre deux ponts, dans une passerelle. Donc, entre deux passerelles, il y avait un peu un genre de trou. Le jeune de 18 ans s'est retrouvé s'est retrouvé avec plusieurs os cassés et une facture médicale exorbitante de 50 000 $ US. Donc, en canadien, si vous faites la conversion, là, ça revient encore plus cher. L'accident s'est produit... 65-70 000 Canadiens. Facile. Ouais. Et l'accident s'est produit dans la nuit du 19 au 20 juillet, mais Alexis n'a aucun souvenir des détails de cet incident-là après sa chute. Après avoir été conduit en ambulance à l'hôpital floridien Mémorial Régional, Alexis a appris que les assurances qu'il avait souscrites avant le voyage refusent de couvrir les frais. Les assurances disent qu'il y avait un taux d'alcoolémie de 0,0 mg en sol américain. 0,5 mg. Hey, je me suis trompée. Merci Jean-François. 0,0, ça fait pas beaucoup, ça. 0,05, excusez-moi, milligrammes en sol américain. Malgré que ce soit légal ici, en nous, la limite est de 0,08 avant de pouvoir conduire. Mais les assurances disent qu'aux États-Unis, c'est illégal avant 21 ans de boire de l'alcool. Donc, eux, c'est illégal, mais du côté des assurances ici, on a été couvert en sol canadien. C'était légal. Donc, c'est là un peu que Alexis, ses parents comprennent pas trop. Les parents d'Alexis, qui se nomment Caroline et Danny Gagné, ont été confrontés là, à un troisième choc lorsque les assurances ont refusé de payer. Ils ont appris là, que leur enfant, en fait, avait tombé. Ensuite, ils ont appris qu'il était vraiment là, en risque de décéder. Finalement, son état s'est stabilisé. Là, ils ont appelé les assurances qui leur ont dit, ben non, la facture, nous, on va pas la payer. Ils ont immédiatement cherché de l'aide en contactant le maire de leur ville, qui a ensuite sollicité l'aide de députés, dont le ministre de la Santé, Christian Dubé, qui a finalement dit prendre le dossier en main. Il a entrepris des démarches auprès de la compagnie d'assurance pour aider la famille découragée. Je vous laisse écouter un extrait d'une entrevue que les deux parents ont donnée à LCN. C'était un troisième choc qu'on a eu parce qu'on a eu le choc du téléphone de Miami du médecin. Téléphone vendredi aussi qu'il faut descendre d'urgence à Miami parce qu'Alexis était en état critique. Puis on a le troisième appel le lundi qui ne paye plus. Ouf. On vient d'entendre Danny Gagné, qui est le père d'Alexis. Les parents expliquaient aussi là, qu'ils voulaient tous partir le voir au début parce qu'il était en état critique, mais c'est juste la mère avec le plus vieux frère qui est parti parce que le père a resté ici, disait, moi, il faut que je reste, il faut que quelqu'un reste pour prendre les moyens avec Québec pour essayer de faire quelque chose parce que ça n'a pas de bon sens. Nous, on peut juste pas payer cette facture-là, puis notre enfant est présentement en danger aux États-Unis. Nous, on apprend qu'on va pas se faire rembourser. Et actuellement, Alexis est revenu au pays, se trouve à l'hôpital de l'Enfant Jésus où il se rétablit lentement. Il est hors de danger, mais là, toute sa famille espère des réponses positives. On est un peu là dans l'attente de savoir si ça va être payé, cette facture-là.
Ben, on va leur souhaiter, là, mais ce que ça me dit, là, c'est qu'il y a tellement de fois où on pense être bien assuré, là, particulièrement en voyage. Là, puis c'est drôle, récemment, j'ai fait une chronique à Salut Bonjour là-dessus. Là. Il y a des petites clauses. Puis dites-vous que votre assureur, là, lui, il vous assure parce qu'il veut pas qu'il arrive à rien. Il se dit, il arrivera rien, je vais l'assurer. Puis s'il arrive de quoi, il va essayer de pas payer. Fait que vous êtes mieux de pas avoir une petite zone grise. Là, tu sais. J'apprenais même récemment que tu pars en famille. Là, souvent, on met tout ça sur notre carte de crédit parce qu'on pense être assuré sur notre carte de crédit. Mais il y a une limite. Là. Fait que, tu sais, si vous mettez tous les membres de votre famille, vous êtes mieux de les mettre sur plusieurs cartes. Puis vous êtes mieux de prendre une assurance à côté. Puis, tu sais, comme là, c'est un détail. Là, moi, je savais pas ça, là, que si tu as 0.05 dans le sang, qu'on va pas couvrir parce qu'aux États-Unis, c'est 21 ans, logiquement, pour boire de l'alcool. Donc, tu as fait quelque chose que tu n'étais pas supposé faire. Mais c'est surtout que l'accident, parce qu'il est vraiment tombé entre un trou entre deux passerelles, c'est pas arrivé parce qu'il avait pris, là, on dit 3-4 bières avec ses amis. Ça a aucun... Il passait sur un pont, puis c'est vraiment une faute dans un peu, je peux dire, la sécurité puis la construction de l'hôtel où il était. Ça avait aucun lien vraiment avec l'alcool. Donc, c'est là que tu dis, les assurances plaident le côté, il y avait l'alcoolémie, mais l'accident n'a pas de lien avec ça. Mais les autres, ils vont toujours trouver la faille pour pas payer. Fait que, informez-vous soyez même gossant avec vos assurances là, pour tout comprendre quand vous embarquez dans quelque chose, parce que là, tu vois, ils pensaient être couverts, puis ils le sont pas finalement. Puis je pense qu'il devrait y avoir plus de réglementation aussi pour les assureurs. Là, parce que je veux dire, tu payes pour cette assurance-là, puis en bout de ligne, pour la moindre petite affaire, t'es pas couvert. Puis ce que j'avais fait là, dans ma chronique, entre autres, il y a plein d'activités qu'on fait ici. On est couvert ici, mais ça veut pas dire qu'on est couvert dans d'autres pays, parce que c'est pas les mêmes règles de sécurité, etc., etc. Donc, soyez hyper vigilants et ne vous fiez pas dans un monde idéal à vos assurances. La première semaine des vacances de la construction au Québec a été marquée par une triste série d'accidents routiers qui a entraîné la perte de 15 vies depuis vendredi dernier, selon les données de la Sûreté du Québec. Cette année, le bilan était particulièrement lourd comparé à l'année dernière, où 13 personnes avaient perdu la vie en cette même période. Les accidents impliquent cette année des motocyclistes, des conducteurs de VTT qui ont été particulièrement nombreux, avec 6 personnes qui ont perdu la vie dans de tels incidents au cours de la semaine dernière. Il y a une collision violente qui a eu lieu à Saint-Raymond, dans Portneuf, qui a coûté la vie à Samuel Lacourcière, 38 ans, Audrey Michaud, 31 ans, lorsqu'une moto est entrée en collision avec un VUS qui était conduit par une femme sous l'influence de l'alcool. Et en plus de tous les accidents routiers, les plans d'eau du Québec ont également été le théâtre de tragédies. On en a parlé beaucoup dans les dernières semaines avec la semaine de la prévention de la noyade. Et le nombre de décès par noyade a atteint le cap des 50 cette année. On est à la moitié de l'été, là, à peu près. Il y a déjà eu 50 noyades depuis le début de l'année 2023, avec au moins 2 personnes qui ont perdu la vie dans des étendues d'eau au cours du week-end. 2 hommes qui sont toujours portés disparus dans les Laurentides. Donc, ça fait beaucoup de gens qui perdent la vie sur les routes, dans les plans d'eau. Et c'est triste à dire, mais ça va probablement continuer dans les prochaines semaines. Bien, probablement, parce que, je veux dire, on a beau faire de la sensibilisation, là, parlons des noyades, là, on n'arrête pas de le dire, là, vous n'allez pas vous baigner ou faire un sport nautique dans un grand plan d'eau sans votre ceinture de sécurité. Les gens le font quand même. Là, il y a encore quelqu'un en fin de semaine qui est allé se baigner tout seul. Et on ne sait pas ce qui est arrivé, mais tu vas pas te baigner tout seul dans un lac à 10 heures le soir. Voyons donc, c'est quoi ces idées-là? Donc, c'est plate, parce que tout ça aurait pu être évité. Puis sur les routes, c'est la même chose, là. La semaine dernière, on est allé au Nouveau-Brunswick. Ma belle famille vient de là. C'est dangereux sur les routes. Il y a des motos, des VR, des pick-up avec des roulottes. T'as toujours ceux qui vont pas assez vite dans la voie de droite ou des fois dans la voie de gauche. T'as ceux qui vont trop vite, qui sont imprudents. Puis t'as tout ce beau monde-là qui se croisent en même temps. Certains font beaucoup trop de routes en une journée. J'ai eu une discussion avec un membre de ma famille là, qui avait prévu faire un 12 heures, partir à 4 heures le soir, arriver à 4 heures le lendemain matin. Je fais non, mais tu peux t'endormir, tu peux... Voyons, c'est quoi? Je veux dire... On a tellement pris pour acquis, on dirait que l'auto, c'est un
C'est un moyen de transport qui est sécuritaire. Il Non, il y a m'arrive des dangers rien. Il y reliés en à ça. a des dangers. À chaque fois qu'on prend notre voiture, les gens conduisent tout croche. Les cellulaires au volant, là, pendant un bout de temps, on faisait attention. À cette heure, regardez dans les autres voitures, c'est la tête baissée, le menton par en dedans. On sait que vous êtes sur votre cellulaire. Là. Puis ce qui est marquant, c'est qu'il y a beaucoup... Qu'est-ce que vous regardez, votre braquette? Tu sais, je veux dire, genre, quand la personne est comme Malheureusement, ça, non. les yeux par en bas, puis de temps en temps, elle lève les yeux par en haut. Là. On le sait, vous êtes sur votre cellulaire. Arrêtez. Puis ce qui est marquant aussi, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui sont décédés sur la route qui n'avaient pas leur ceinture de sécurité. Je veux dire, en 2023, tu mets pas ta ceinture de sécurité. Tu sais, ça te demande aucun effort. Tu es dans ton auto, tu t'attaches. Ils sont puis... ajustables en plus. Tu peux les mettre à ta hauteur à cette heure. C'est pas un désagrément, Je sais pas la toi si ceinture t'as de sens, mais moi, sécurité. je la sens pas. Non, zéro. Tout ça est très triste. Actualité. Tout savoir en 24 minutes. Ce que vous venez d'entendre, c'est ma chanson favorite C'est vrai? de Taylor Swift, Cruel Summer. On parle encore de sa tournée mondiale de Eras Tour, en fait la tournée mondiale de Taylor Swift, qui revient encore dans l'actualité parce que lors de 2 de ses concerts consécutifs au stade Lumen Field à Seattle, la foule de 70 000 fans a créé un événement sismique étonnant, sismique comme tremblement de terre. Un tremblement de terre carrément a eu lieu de magnitude 2.3 sur l'échelle de Richter qui a été enregistré pendant les 2 spectacles de Taylor Swift. Le tremblement de terre a provoqué par le bruit, en fait, par le bruit des fans mixé au système là, de sonorisation, a provoqué carrément un tremblement de terre. Et c'est la sismologue Jackie Kaplan Auerbach qui a découvert cette activité sismique-là qui était vraiment inhabituelle et l'a comparé là, au célèbre Beast Quake, un tremblement de terre qui était précédemment le survenu en 2011 lors d'un match de football américain dans la même ville à Seattle. Et là, on le qualifie de Swift Quake pour Taylor Swift, comme on l'appelle en ce moment, a été encore plus puissant que le Beast Quake qui était arrivé en 2011, avec une activité le plus forte, plus longue, qui le rend historique. Et c'est quand même assez spécial de savoir là, que beaucoup de fans qui crient dans un gros stade. Le Taylor Swift joue dans des gros stades aux États-Unis, ouverts, vraiment comme des stades de football, mélangés avec la sonorisation. C'est un stade de football qui a été là, mélangé avec le système de sonorisation qui a vraiment créé là, un tremblement de terre. Donc c'est un événement historique. La tournée de Taylor Swift, à chaque semaine, trouve une façon de revenir dans l'actualité. Des fois, c'est Justin Trudeau qui l'interpelle pour pas venir au Canada. Là, c'est un tremblement de terre. Mais les 2 fois, c'est à Seattle. Est-ce qu'il y a un lien avec la ville de Seattle? Est-ce qu'il y a un lien avec le territoire, le sol là-bas? Ou c'est juste parce qu'on a pris les mesures à Seattle? L'histoire le dit pas. Mais non, l'histoire le dit pas. Parce que peut-être qu'il y a un show à Cincinnati ou à Montréal ou Oshéaga qui s'en vient pourrait créer un tremblement de terre pourrait aussi. Le créer aussi. Là, Et les gens de Saint-Lambert seront pas contents. Imagine en plus du bruit, s'il faut que ça bouge dans leurs armoires. Oh là là. Peut-être. J'ai cherché un peu, mais on le dit pas. Là, la sismologue dit vraiment que c'est elle qui a découvert ça, mais ça le dit pas si c'est parce que c'est à Seattle ou si... en fait, si c'est à Seattle aussi parce qu'il y a quelque chose avec le sol. C'est peut-être partout. À chaque fois qu'il y a un gros show avec 70 000 personnes, il y a sûrement des gens qui vont se pencher là-dessus et faire d'autres études. C'est certain pour qu'on trouve une façon là, que la tournée revienne encore dans l'actualité. J'espère toujours, moi, qu'elle va faire son petit tour au Canada. J'ai encore le cœur brisé de savoir qu'elle sera pas là. J'aimerais bien ça qu'elle vienne créer un petit tremblement de terre au Canada, mais bon, ça va être à voir. Je sais, je vous ai entendu dire, là, entre les recherchistes ici, que vous étiez prête à débourser une rondelette de somme pour aller la voir aux États-Unis si jamais elle venait pas ici. Pas aux États-Unis, peut-être à Vancouver, parce que là, si elle vient au Canada, est-ce qu'elle va venir à Montréal? La question se pose, parce que si on se fie à où elle va ailleurs dans le monde, elle va par exemple 4 fois à Paris. Donc, est-ce qu'elle va venir à Montréal? Il faudrait vraiment être chanceux. D'après moi, ce serait à Toronto ou à Vancouver. Mais oui, la gang de recherchistes ici, on serait prêt à dépenser une grande somme pour aller la voir. Vous faites tellement un bon travail. Je suis certain que Cube, avec les patrons qui sont à l'écoute, vont pouvoir vous trouver des billets pour pas cher. Tu viendras avec nous? Bah ouais. Je l'aime bien, Taylor Swift. Ouais. Ça va dépendre combien ça coûte, tout ça. Florence Lamoureux, très bien joué. C'était Tout savoir en 24 minutes.